Donc, dans un premier temps, je dois vous dire que j'avais songé plutôt à faire une présentation sur l'aspect formel des formulaires durant la période que je couvre, à savoir 1764 à 1840. Et j'ai changé d'idée rapidement, enfin récemment, et j'ai plutôt décidé de faire une présentation beaucoup plus globale de l'usage des formules et des formulaires durant la même période parce que je considérais que peut-être, finalement, le droit est plus ou moins connu et c'est peut-être préférable, donc je couvre plus large. 1764, tout à l'heure la présidente vous l'a dit, donc c'est l'arrivée de l'imprimerie dans, je dirais, la province, la colonie, mais ça correspond aussi au changement de régime. Donc, vous avez eu le régime français qui s'est terminé, c'est le début du régime anglais qui commence en 63. 64 correspond au réaménagement des tribunaux et par une ordonnance évidemment coloniale. C'est aussi le moment où sont introduits les avocats. Vous le savez peut-être, il n'y avait pas d'avocats en Nouvelle-France, il y a des avocats sous le régime anglais et ça commence justement à cette date. Et par surcroît, c'est l'année où arrive donc l'imprimerie parce que l'imprimerie était connue en Nouvelle-France. Je vous donne quelques précisions aussi sur le monde du droit à l'époque. Il n'y a pas d'université pour former les praticiens, ce qui veut dire que c'est la claricature qui est le mode de formation des praticiens à l'époque. Or, les villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières, donc la justice est organisée, mais elle doit compter passablement sur des non-professionnels, ce qui veut dire qu'assez fréquemment, vous avez comme greffier de tribunal une personne qui n'a pas réellement de formation en droit. Vous avez aussi donc une réforme, et on s'en doute bien, de l'organisation des tribunaux lorsque l'on passe du régime français au régime anglais, et ça aura une incidence assez importante sur la pratique du droit, on s'en doute bien aussi. Et je n'en parlerai pas beaucoup, mais enfin, je vous mentionne quand même qu'il y a des conflits importants dans la colonie, notamment entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs ou encore judiciaires. Donc, je parlerai des actes juridiques, donc ça renvoie assez immédiatement à la pratique notariale. Je parlerai aussi des actes de procédure judiciaire et j'accorderai une large place à l'usage des formules imprimées. Donc, pour commencer, il faut dire que généralement, les juristes ont une grande liberté dans la rédaction des actes, qu'il s'agisse d'actes notariés ou encore d'actes de procédure. Mais on réalise rapidement qu'ils vont s'en remettre à des formules et à des recueils de formules, à savoir des formulaires. C'était déjà vrai en Nouvelle-France et ça va rester tout à fait vrai aussi pour la période que je couvre. Donc, une définition maintenant de la formule, une définition de l'époque, donc dans un dictionnaire qui est connu, que nous avons ici, donc dans la colonie, on définit la formule comme étant un modèle d'acte contenant la substance et les principaux termes dans lesquels il doit être conçu pour être conforme aux ordonnances et autres lois du pays. Ça vaut pour la France, mais c'est transposable, évidemment, dans le cas québécois, le cas canadien de l'époque. Il y aura donc usage de formules. Ces formules-là connaissent une large diffusion et c'est habituellement ce que l'on a à l'esprit, donc un formulaire qui est distribué et grandement utilisé. Je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il peut y avoir un usage fort limité. Ce n'est pas nécessairement, je dirais, les grands formulaires, notamment français, utilisés par les notaires. Vous avez à côté de ça des formules qui sont beaucoup utilisées aussi et qui ne relèvent pas de tels formulaires. Je préciserai aussi, vous avez à l'esprit probablement que le formulaire est nécessairement imprimé, c'est tout à fait vrai, mais vous avez aussi des formulaires manuscrits, notamment dans le contexte colonial qui est le nôtre à l'époque. On a parlé tout à l'heure que la formule peut être facultative et elle l'est fréquemment, notamment s'agissant des notaires, et elle est aussi obligatoire et c'est plutôt réservé, je dirais, aux formulaires qui sont utilisés dans le cadre donc des actes judiciaires. On précise et on dit souvent qu'elle répond aux besoins de l'urgence de la pratique et qu'elle amène une perte d'autonomie
autant du notaire que de l'officier de justice, mais c'est compensé par la rapidité d'exécution. Il me semble y avoir deux objectifs pour la période que l'on couvre à l'usage des formulaires. Une visée que je qualifierais de dogmatique et une visée que je qualifierais de bureaucratique. La visée qui est dogmatique, dans ce cadre-là, donc la formule propose un modèle d'acte dont l'énoncé est conforme à l'état du droit et contribue à son application. C'est assez proche de la définition de Guyot de tout à l'heure. Et ça se répercute assez, je pense bien, dans la pratique que l'on voit des formules, autant en Nouvelle-France que par la suite. Une visée bureaucratique aussi, la formule permettant une standardisation des actes qui facilite leur rédaction et leur gestion. Donc, on pourrait peut-être, si on regardait la pratique actuelle, parler donc de visée technocratique, mais à tout le moins, moi je m'arrête en 1840, donc on n'en est pas encore à la visée manifestement qui serait technocratique. Je parlerai donc dans un premier temps des actes juridiques, donc qui sont davantage, je dirais, pas uniquement, mais en fait qui sont assez proches de la pratique notariale. Évidemment que l'acte juridique rédigé par un notaire, autant en Nouvelle-France que par la suite, généralement, il y a peu de formalisme dans le droit civil français de l'époque, tant et si bien que les notaires étaient relativement libres de rédiger comme ils l'entendaient, en respectant évidemment les ordonnances et la loi, on s'en doute bien, mais ils étaient libres de la forme qu'ils donnaient à leurs actes. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas s'appuyer largement sur des formules et des formulaires. Alors, ils le font, et vous avez ici donc la reproduction de la page titre, très certainement du formulaire le plus connu, celui donc de Ferrières. Ce formulaire a connu des éditions, une édition ancienne, donc fin du 17e, connaîtra des réimpressions et des rééditions au 18e, et connaîtra même une édition postérieure au Code de 1804. Donc, il est fortement diffusé dans la colonie, autant en Nouvelle-France que par la suite, et il est très utilisé manifestement. Il est, j'ai dit qu'il était très diffusé, il est même recherché. Donc, vous avez ici une publicité passée dans la Gazette de Québec en 1794 où, manifestement, un praticien veut acquérir la science des notaires, parce qu'il en a besoin probablement pour sa pratique. C'est peut-être un notaire qui cherche un exemplaire, donc rare, on s'en doute bien. Donc, il demande à ce que quelqu'un qui l'a et veut vendre se manifeste pour qu'il puisse l'acquérir. Et il dit bien qu'il donnera un prix généreux. Vous avez l'inverse aussi, vous avez des gens qui veulent vendre leur exemplaire, sachant évidemment que, manifestement, c'est recherché, c'est une publicité de 1816. Donc, il y a un marché, comme je le précise, secondaire pour cet ouvrage et on devine, sans compter la présence dans les bibliothèques qui est reconnue. Maintenant, j'insiste beaucoup sur ce formulaire. Je devrais ajouter que on réalise dans la pratique notariale en Nouvelle-France, et ce sera vrai aussi par la suite, que les actes notariés prennent, je dirais, modèle sur ce formulaire-là. Donc, fréquemment, les conventions matrimoniales, les actes de donation vont être assez proches des formules proposées par Ferrières. Donc, le formulaire en question, je vous préciserai aussi qu'il ne donne pas que des formules, donc des modèles, il les explique et pour chaque type d'acte, vous aurez des clauses potentielles qui peuvent être utilisées. Donc, vous avez des catalogues de clauses jusqu'à un certain point. Évidemment, vous pouvez retenir celles qui vous intéressent et mettre de côté celles qui ne conviennent pas à l'acte que vous avez à rédiger. L'influence de ce formulaire-là va déborder même bien au-delà de la codification de 1866, ce qui veut dire que les notaires vont continuer d'utiliser le formulaire de Ferrières après donc cette date, et on sent encore au début du 20e siècle une influence donc des formules de Ferrières. C'est quand même assez étonnant et on voit l'importance que ça a pu avoir. Et comment l'explique-t-on? Ben, c'est en partie, je dirais, le statut de la colonie, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas d'enseignement donc du droit, c'est la cléricature qui fait foi de tout. Les notaires vont donc beaucoup se baser sur l'ouvrage en question. J'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait vraisemblablement aussi des formulaires manuscrits.
Je vous préciserai que j'ai tendance à croire que les notaires fréquemment avaient peut-être possession de ce formulaire, mais se constituaient eux-mêmes donc un petit formulaire qu'ils utilisaient généralement dans leur pratique. Donc, peut-être qu'il y avait une quinzaine d'actes qui étaient usuels. Ils devaient avoir leur propre formule dans leur formulaire manuscrit qui était utilisé au quotidien. Passons maintenant donc aux actes de procédure judiciaire, parce que ce n'est pas que les notaires qui ont fait usage de modèles, c'est aussi vrai des avocats, c'est aussi vrai des officiers de justice. Quand je parle d'officiers de justice, ici, je parle des greffiers des tribunaux, je parle des huissiers et d'un officier de justice qui nous arrive avec le régime anglais, les shérifs, qui sont en gros, je dirais, pour ce qui nous occupe à tout le moins, donc autant, sinon plus que les notaires. Donc, les formules, en ce qui a trait à la pratique notariale, bien, vous aviez déjà des formules usuelles qui étaient utilisées sous le régime français. On en retrouve même sous forme manuscrite, donc des modèles manuscrits. Et sous le régime anglais, rapidement, au tout début du régime, donc, le gouverneur va décider de réformer les tribunaux et en même temps, il en profite pour introduire des formules qui ont caractère obligatoire, ce qui veut dire que les praticiens doivent inévitablement s'en remettre à ces formules. Et vous avez un des premiers exemples qui est projeté, donc lorsque l'on constitue un tribunal, le tribunal des plaidoyers communs dans la colonie. Donc en 1770, on prévoit déjà une formule d'assignation qui est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même utiliser une autre formule, vous devez vous en remettre à la formule qui est présentée ici. Donc c'est assez proche, évidemment, de la manière de procéder des tribunaux anglais de l'époque qui connaissent une pléthore de formules. Donc, on introduit cette méthode-là également ici. Mais par ailleurs, ce qui fera qu'il y aura le triomphe de la formule durant l'époque qui nous intéresse, c'est véritablement les règles de pratique de la Cour du banc du roi de 1809. Donc, ces règles de pratique-là, si vous voulez un équivalent aujourd'hui, c'est un réel code de procédure civile, mais sous forme plutôt de règles de pratique. Donc, il y avait un conflit, j'ai parlé de conflit ouvert entre l'Assemblée législative et notamment les tribunaux. Alors, pour contourner ce conflit-là, à l'époque, le juge en chef Sewell de la Cour du banc du roi va lui-même rédiger des règles de pratique qui ont 400 pages et qui comprennent 83 formules. Et les formules en question ont caractère obligatoire. Donc, et c'est en réalité toute l'instance judiciaire qui est régie par les fameuses règles de pratique de Sewell. Donc, ces formules-là, évidemment, seront copiées et recopiées par les praticiens, par les greffiers, donc, des tribunaux. Et vous saisissez évidemment que ça va uniformiser la pratique dans le district judiciaire de Québec dans un premier temps et par la suite dans celui donc de Montréal. Donc, vous avez ici une de ces formules. Enfin, j'en ai pris une courte là, pour les fins de la présentation. C'est la déclaration. Donc, la déclaration doit reprendre le format et vous voyez les pointillés là, qui laissent place, ce sont des blancs qui laissent place ici à l'ajout de texte par le rédacteur, l'utilisateur donc de la formule. Toutes ces formules-là seront assez rapidement traduites donc en langue française. J'ai précisé tout à l'heure que dès que vous sortez des villes, vous avez une présentation du droit qui est beaucoup moins, je dirais, entre les mains de spécialistes du droit, donc d'avocats, de notaires, et même de juges qui sont parfois plutôt des membres de l'élite régionale, mais qui n'ont pas de réelle formation en droit. Et pour leur fin, je dirais, on va réaliser des ouvrages qui font en sorte donc que ces personnes-là puissent avoir des connaissances minimales en droit. Donc, vous avez un manuel de juge de paix qui, je vous le présente parce que non seulement on définit ce qu'est la fonction de juge de paix qui est très importante à l'époque, mais de surcroît, vous avez des formules et les formules usuelles utilisées par les juges de paix. Donc, pour ce qui est de juge de paix et du greffier qui est attaché à ce tribunal, ça facilite évidemment grandement les choses, on s'en doute bien. Bon, malheureusement, ici, là, je vais devoir vous expliquer ce qu'il y en est. 5 minutes.
Vous avez donc une formule qui, enfin, je n'ai malheureusement pas pu trouver un meilleur exemplaire et je dois m'en remettre à cette reproduction. Donc, c'est un formulaire qui est fait par Joseph-François Perrault, personnage éminent comme officier de justice à l'époque, pour les cours itinérantes. Donc, les cours qui sont en dehors des grandes villes et pour faciliter le travail, notamment des greffiers qui n'ont pas de formation souvent en droit, ils ont à portée de main donc ce formulaire qui a été préparé par Perrault. Même chose, le manuel, donc ici à l'usage des huissiers. Encore une fois, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement de formation en droit. On rédige pour eux et c'est Perrault qui le fait et Perrault va rédiger des dizaines d'ouvrages. Donc Perrault va aussi mettre à leur disposition et ce manuel-là, évidemment, comprend beaucoup de formules. Je passe rapidement maintenant sur les formules imprimées. Donc, évidemment, ce dont je vous parle, vous pourriez les faire strictement de manière manuscrite, mais rapidement, on passera à l'imprimé parce que vous comprenez bien que c'est relativement fastidieux que de recopier les formules en question, tant et si bien que d'abord, évidemment, il y a des problèmes qui peuvent surgir, il y a des variantes qui peuvent être inscrites à l'intérieur des textes. Ça amène un travail de copie qui est très coûteux en temps, sinon en argent. C'est d'ailleurs beaucoup fait par les clercs des notaires et des avocats, et les clercs aussi qui travaillent donc auprès des tribunaux. Et pour les décharger, on va introduire donc la formule. Évidemment, la formule imprimée d'autant plus facilement que vous avez l'imprimerie à partir de 1764. On a des livres de comptes de certains imprimeurs et on réalise bien que dès le début du régime anglais, vous avez un début donc d'impression de formules et parfois avec des tirages fort importants. Vous avez ici un premier exemple et ça correspond à la formule que je vous ai montrée tout à l'heure dans la loi de 1770. Donc, dès 1772, vous avez déjà une formule imprimée qui est l'assignation auprès de la Cour, donc des plaidoyers communs. Évidemment, c'est tout à fait le même texte que celui que l'on retrouve dans la loi. Évidemment, ici, ça facilite grandement le travail du greffier. Je dois ajouter aussi, avant même de présenter cette diapositive-là, que je vous ai parlé tout à l'heure des règles de pratique de 1809. Dès le début de la décennie 1810, les règles de pratique qui avaient été donc édictées par le juge Sewell vont être mises sous forme de formules imprimées. Donc, ça a un impact immédiatement dans la pratique du droit que les règles de pratique et ça a aussi pour, je dirais, influence de faire en sorte que vous avez une structuration de la pratique auprès de la Cour du banc du roi qui va reposer en grande partie sur l'usage, évidemment, de ces formules imprimées. On pense évidemment que la formule est réservée à peu près strictement aux actes de procédure et qu'il n'y aura pas donc de jugement qui feront et utiliseront la formule. Vous avez une petite exception ici, l'homologation ici d'une décision du Conseil de tutelle pour la nomination donc d'un tuteur. On va utiliser une formule qui est de fait un jugement du tribunal que le juge n'a qu'à remplir et ça confirme évidemment la nomination ici du tuteur. Rapidement, parce que le temps file, je vous préciserai que les notaires vont aussi utiliser cette formule imprimée. Vous avez un exemplaire ici de 1797, mais avec un décalage. La formule sera beaucoup plus présente dans la pratique des tribunaux que dans la pratique notariale, mais elle le sera pour certains types de contrats. Donc, dès la fin du 18e siècle, elle commence à être présente, notamment pour des contrats où il y a peu de modifications à apporter à l'acte. Donc, vous avez un acte et on accepte la formule ou pas. Oui, je termine rapidement en précisant que les notaires vont commencer à utiliser assez massivement la formule, surtout à partir de 1830, et précisément les notaires qui ont des études qui sont, je dirais, où la clientèle est très importante. Donc, les notaires les plus importants de la ville de Québec, notamment, vont utiliser assez massivement cette formule. Et je termine parce que là, je suis un peu en retard, en vous disant que les formules sont commandées par les officiers,
par les notaires, parfois par les clients, et il y a aussi des initiatives d'imprimeurs qui vont eux-mêmes lancer et diffuser des formules que pourront acheter les clients, les notaires. Lorsqu'il s'agit évidemment d'actes qui n'ont pas à être notariés, ben, les parties elles-mêmes sans recourir donc pour autant à un notaire. Je terminerai ici en précisant et en disant que la forme même des formules pourra et peut être étudiée. Donc ici, je vous préciserai que parfois, probablement pour montrer le caractère officiel de la formule, on ajoutera les armes de la couronne britannique. Vous avez donc un exemple que je pourrais commenter beaucoup plus longuement, mais je vous le présente ici succinctement. C'est un acte donc de concession de terre, un acte notarié, et je vous le présente parce que c'est le type d'acte qui ne sera pas modifié, ce qui veut dire que la partie qui accepte la concession doit accepter inévitablement donc le contenu du contrat. Donc il n'y a pas de jeu et on le voit bien, il n'y a aucune modification apportée à l'acte qui est proposé ici par le seigneur au censitaire. Autre exemple, mais tout à fait inverse, vous avez un acte ici qui est un contrat de mariage où là, on sent bien que il y a très peu pratiquement de proposés, mais il y a des ajouts en marge et on sent ici que les parties ont grandement influencé le contenu de l'acte, contrairement évidemment à l'exemple précédent. Donc je termine, j'aurais à dire encore, mais malheureusement, le temps a trop filé. Merci beaucoup, bravo.